Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo. Alors, une vidéo un peu exceptionnelle consacrée à ce qui s'est passé en fin de semaine dernière suite au clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Alors, c'est assez historique ce qui s'est passé. Alors, tant sur le fond, parce que des clashs entre chefs d'État, ça arrive, mais c'est un clash entre chefs d'État qui a eu lieu aux yeux, à la face du monde entier. Et ça, c'est exceptionnel. On n'a pas vu ça depuis des dizaines d'années. Enfin, même moi-même, de mémoire d'homme, on va dire, on n'a jamais vu deux chefs d'État s'échapper comme ça euh, en direct à la télévision. Et ça va forcément avoir des conséquences géopolitiques, politiques et économiques. Et en fait, l'idée de cette vidéo, c'est déjà de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé, de vous livrer un petit peu les réactions à chaud qui ont lieu en ce moment où je vous parle sur ce clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, et aussi de essayer d'anticiper ce qui va pouvoir se passer, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Alors, donc là déjà je vous mets en une, hein, voilà, là on voit clairement, donc c'est vraiment à la vue du monde entier, hein, le 28 février, donc vendredi 28 février, c'était en soirée, hein, heure européenne, donc regardez un petit peu déjà vous voyez le ton, le ton, l'agressivité qu'il y a, hein. Regardez Donald Trump, il est prêt à limite à mettre une droite à Volodymyr Zelensky, donc c'est quand même quelque chose qui est quand même assez rare en général, en conférence comme ça de presse, devant les journalistes. En général, on est calme, on est détendu, on rigole. De temps en temps, bon, quand on n'est pas d'accord, on met une ou deux nuances, mais c'est très rare qu'il y ait un clash comme ça. Enfin, ou limite, enfin, ils auraient presque pu en venir aux mains, quoi. C'était chaud. C'était chaud. Alors, alors voilà le plan un petit peu de cette vidéo, parce que c'est quand même important, je pense, d'en parler. Alors déjà, je vais vous faire un résumé de l'échange, hein. Donc l'échange a duré 1 heure, hein, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ensuite, je vais vous faire un peu un résumé des réactions à chaud des responsables politiques du monde entier, des analystes aussi, parce qu'évidemment, le week-end, hein, le 1er, le 2 mars, enfin, au moment où je vous parle, enfin, dans l'actualité, alors, je parle pas de l'actualité de bas étage, hein, mais dans l'actualité un peu sérieuse, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça, c'est le clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Ensuite, je vous ferai un focus sur l'analyse de Philippe Fabry, que j'ai trouvé vraiment excellente, hein. Alors, c'est pas la première fois, hein, que je trouve Philippe Fabry très très bon, mais je vais vous faire un focus de son analyse que j'ai trouvé très très bonne. Ensuite, je vous communiquerai un peu mon analyse personnelle sur ce qui peut arriver dans le futur, parce que bon, je ne suis pas forcément d'accord à 100% avec ce que dit Philippe Fabry, sinon je ne ferai pas de vidéo. Quid de l'Europe? C'est vrai qu'on peut se poser la question sur ce que va devenir l'Europe dans tout ça. Et enfin, les conséquences sur l'investissement. Que on est quand même sur une chaîne relative aux investissements, et donc forcément, je vous parlerai un petit peu de l'impact que ça peut avoir sur les portefeuilles d'actifs. Alors, déjà, je vais faire un résumé un petit peu de ce qui s'est passé entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Alors, déjà, le démarrage a été cool. C'était cool. Il y avait eu des échanges bon enfant entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sujet de la tenue vestimentaire du président ukrainien. Donc c'était sympa, ça a démarré vraiment calmement. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'était une conférence qui est censée être pas un débat. Enfin, débat politique, on sait que c'est tendu, c'est un jeu entre deux candidats à la présidentielle. Parfois, ça se tape dessus, enfin souvent, ça se tape dessus, et c'est normal. Là, c'était censé être une conférence de presse où finalement on devait signer un deal et parler des choses finalement bateau quelque part pour entériner un accord entre les États-Unis et l'Ukraine en vue de le soumettre à Vladimir Poutine. Donc du coup, durant les 40 premières minutes, hein, les discussions sont uniques autour du deal consistant à l'exploitation
de terres rares ukrainiennes par les Américains. En fait, c'était ça le but. Le but de cette conférence, c'était d'entériner un deal fort sur l'exploitation de terres rares ukrainiennes par les Américains. Et au cours de la conférence, Zelensky insiste subtilement sur les garanties de sécurité en échange du deal et sur les souffrances infligées par bah, au peuple ukrainien. Et donc, on voyait durant la conférence Volodymyr Zelensky qui présentait des photos des prisonniers ukrainiens maltraités par les Russes, etc., etc. Jusqu'à là, rien de sensationnel. On va dire, on est dans le consensus. On sait que les Russes, c'est pas des enfants de cœur, hein. C'est sûr que les Ukrainiens qui ont été capturés par les Russes, on se doute bien que ils ne logent pas dans des hôtels 4 étoiles avec du caviar. Alors, à partir de la 40e minute, là, les choses commencent à déraper. Alors, pas forcément entre Zelensky et Trump, mais entre Zelensky et le président J.D. Vance. Alors, à la 40e minute, donc le temps commence à passer, Zelensky commence à se faire très insistant sur les garanties de sécurité et insiste sur le fait que la diplomatie avec Poutine n'a rien donné. Donc là, forcément, parce qu'à la fin de la conférence, en fait, il devait y avoir une signature publique du deal entre Trump et Zelensky sur les terres rares. Et donc Zelensky, voyant qu'il n'y a pas que durant les 40 premières minutes, il n'y a pas eu que Trump n'a pas abattu son jeu en disant aux Ukrainiens, je garantis la sécurité de l'Ukraine. Du coup, Zelensky commence à se faire insistant en disant que Poutine, c'est un dictateur, que Poutine est sanguinaire et qu'il ne connaît pas la diplomatie. Et là, ça commence à partir en vrille. Vance lui répond en indiquant que la poursuite de la guerre allait apporter plus de souffrance et que de plus en plus d'Ukrainiens désertent le front et refusent de s'enrôler en insistant sur le fait que cela est caché par les autorités ukrainiennes. En gros, J.D. Vance dit à Zelensky que cette guerre ne peut pas continuer dans tous les cas et qu'il y a de plus en plus d'Ukrainiens qui désertent le front et que les recruteurs de l'armée ukrainienne n'hésitent pas à utiliser des méthodes peu enviables pour forcer les Ukrainiens à aller sur les fronts pour les enrôler au front de force et que cela est caché par les autorités ukrainiennes. Déjà là, ça commence à chauffer, clairement. Ça commence clairement à chauffer parce que en pleine conférence de presse, commencer à dire au président d'un pays attaqué que, en gros, c'est son peuple n'a plus envie de se battre et que c'est lui et lui seul qui force son peuple à aller se battre. Déjà, alors, je suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas. Attention, hein. Je vous fais un résumé des échanges qu'il y a eu lieu entre Trump et Zelensky et J.D. Vance, qui est alors, les échanges continuent à s'envenimer et là, cette fois-ci, Trump intervient. Alors, Zelensky tente de reprendre la main en indiquant que tout le monde a des problèmes, qu'effectivement, il y a des soucis en Ukraine, il ne pouvait pas le nier, mais que les États-Unis aussi ont des problèmes et qu'ils sont protégés par un océan et que c'est grâce à la protection de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique qu'ils ne sont pas concernés par la menace russe qui finira par les toucher si rien n'est fait. Et alors là, Trump commence vraiment à s'emporter. Là, Trump part en vrille, s'emporte en indiquant que la situation n'est clairement pas comparable et que les États-Unis vont très bien et qu'ils n'ont pas besoin de l'Ukraine qui est dans une situation déplorable. Là, je ne vous le fais pas en anglais, je ne maîtrise pas, j'ai pas un anglais assez fluide. Mais en gros, Donald Trump, il dit non, 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 everything is good in United States, you have big problems. En gros, c'est un peu ça. Et donc, en fait, voilà, en gros, Donald Trump explique clairement que tout va bien aux États-Unis et qu'il n'a clairement pas besoin de l'Ukraine, que c'est l'Ukraine qui est en première ligne face à la Russie et que les Américains n'ont pas de problème avec les Russes. Vance en rajoute en indiquant que Zelensky devrait être plus respectueux à l'égard de l'aide américaine et remercier le peuple américain pour son soutien. Là, ça chauffe encore un cran. Et Trump qui en remet une couche en indiquant que sans l'aide américaine, l'Ukraine serait tombée au bout de 3 semaines. Alors Zelensky, hein, vous voyez le langage corporel de Zelensky, il serre les mains, en général, quand vous croisez les bras, c'est que vous êtes en défensive.
Mais il essaye d'être un peu provocateur et Zelensky coupe Vance et lui dit, et Trump lui dit oui, oui, ça serait terminé en 2 jours, en ironisant sur ce que disait Poutine. Et là, Trump explose, hein, il explose littéralement en donnant un ultimatum à Zelensky et en lui indiquant qu'il joue avec la Troisième Guerre mondiale, avec des millions de vies humaines, alors qu'il n'a aucun jeu en main. Donc en gros, il lui dit très clairement que voilà, qu'il joue aux cartes et que il joue aux cartes comme, enfin, il joue à la Troisième Guerre mondiale comme si c'était un vulgaire jeu de cartes, alors qu'il n'a aucune carte en main. Alors, Zelensky tente de se défendre avec ironie en indiquant que ça va être dur d'avoir un accord dans ces circonstances. Là, en gros, Zelensky, euh, en gros, il essaye de dire que, bah, en gros, les terres rares américaines, bah, les Américains, ils iront se faire voir avec les terres rares ukrainiennes. Et là, Trump insiste sur le fait que les États-Unis ont toutes les cartes en main pour sauver l'Ukraine, alors que Zelensky n'en a aucune et qu'en gros, il doit s'en remettre au deal proposé en amont, c'est-à-dire signature du traité qui finalement impose à l'Ukraine de céder l'exploitation de ces terres rares aux Américains. Alors l'épilogue, donc là c'est une scène très dure, hein. Enfin, honnêtement, enfin, en général, enfin, les conférences de presse, ça fait dormir. Là, on avait des images quand même insoutenables. Alors, on a l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis qui carrément fond en larmes avec cette altercation. On allait penser vraiment qu'ils allaient en venir aux mains, hein. Franchement, on avait Donald Trump qui commençait vraiment. En plus, bon, Donald Trump, il fait 2 têtes de plus que Zelensky. On pensait vraiment que qu'ils allaient en venir aux mains, quoi. Un journaliste un peu gêné pose une question indiscrète pour savoir s'il n'était pas de trop dans cet échange très musclé. En gros, les journalistes, ils se disaient, bah, ça devait être une conférence vraiment bon enfant, hein, vraiment bon enfant. Et là, Trump répond que ça fera au contraire une très belle émission et que ça permettra au peuple américain de comprendre la situation, en gros sous-entendu, à quel point les Ukrainiens sont ingrats et leur manque de respect. Un autre journaliste demande à Trump si Zelensky pourra revenir. Et là, Trump termine en disant que Zelensky sera toujours le bienvenu quand il voudra enfin conclure la paix, mais que pour le moment, il ne le sent pas motivé. Et là, c'est la fin de la conférence et Zelensky se fait éconduire en dehors de la Maison Blanche et le dîner ainsi que la conférence de presse commune est annulée. Donc là, en fait, cette conférence commune devait déboucher sur la signature d'un deal sur les terres rares et, et sur un dîner, champagne, etc., etc. Et là, revirement de situation. En gros, on indique clairement à Zelensky qu'il doit quitter plus vite la Maison Blanche et on voit Zelensky qui se précipite en dehors de la Maison Blanche. Évidemment, Trump ne le raccompagne pas. On voit une dame, alors ça devait être peut-être une personne, une garde du corps, qui en gros raccompagne et Zelensky fait à peine au revoir et il rentre dans la voiture, dans la voiture diplomatique et il part très très vite, hein. En gros, 1 heure après, il avait déjà quitté, enfin son avion avait déjà quitté le territoire américain. Ça a été vraiment un fiasco. On n'a jamais vu une histoire, enfin, je sais, un échange aussi agressif et qui se termine comme ça. Alors, maintenant, suite à tout ça, évidemment, les réactions ont plu. Alors moi, j'ai un peu, j'ai revu, hein, j'ai pu un peu assister en différé, évidemment, à cet échange entre Trump, Zelensky et Vance. Puis, j'ai regardé un petit peu les analyses. Là, j'ai regardé pas mal d'analyses. On a eu Idriss Aberkam, Maître Joan Branco, il y a eu Jacques Beau, Jacques Sapir, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau, Marine Le Pen, Medvedev, donc bon, et j'en cite, hein, il y a eu plein, donc il y a eu des réactions en cascade. Et là, en fait, j'étais un petit peu déçu de l'ensemble de ces analyses, parce qu'en gros, c'était soit les analystes, enfin les analyses condamnaient Zelensky, voilà, Zelensky, c'est un truand. Il a été confondu. Ça y est, on a pu voir le vrai visage du méchant Zelensky. Bon,
Enfin, vous savez, sur cette chaîne-là, moi, moi, j'aime bien analyser les choses, c'est comprendre le pourquoi du comment. J'aime pas rentrer dans un discours, voilà. Donc, soit il y avait ça, soit au contraire, on condamnait, il y avait des condamnations de Trump, dont certains, comme par exemple le général Yakovlev, qui est quand même une personne, enfin, respectueuse, respectable en tout cas, parce qu'il a quand même été, il a quand même eu un poste aux plus hautes fonctions de l'OTAN, donc le général Yakovlev, qui a carrément accusé le président Trump d'être un agent de. Puis on a eu aussi des hypothèses qui ont été mises comme un traquenard qui a été tendu au président ukrainien, que en gros tout ça c'était orchestré et que l'objectif c'était en gros d'humilier gratuitement Zelensky. Voilà. Donc moi, évidemment, moi je suis pas d'accord avec tout ça. Que ce soit ceux qui disent que Zelensky c'est un gentil et que Trump c'est un méchant, ou à l'inverse, que Zelensky c'est un salaud qui est là pour soutirer l'argent des gentils Américains. Bon, voilà, enfin, de toutes les analyses que j'ai pu voir, je me suis pas senti proche d'aucune d'elles. Sauf, sauf de ce qu'a dit Philippe Fabry alors je vais vous faire un résumé hein, de l'analyse de Philippe Fabry que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Enfin, moi, j'aime bien ses analyses. On voit que c'est vraiment quelqu'un euh, enfin, on voit que c'est quelqu'un qui travaille ses dossiers, qui analyse vraiment le poids du comment. Et d'ailleurs, le seul regret que j'ai, c'est qu'il, pour le moment, Philippe Fabry ne puisse pas vivre de sa passion qui est l'historionomie, puisque Philippe Fabry a toujours son métier d'avocat et on sent il aimerait vivre de sa passion qui est l'historionomie. C'est vraiment, voilà. Mais j'ai vraiment adoré son analyse. Alors, moi, je vous explique un petit peu un résumé de son analyse. Alors, déjà, Trump voulait vraiment proposer un deal à Zelensky, un vrai deal, qui avait pour double objectif se faire rembourser une partie des sommes prêtées ou données à l'Ukraine et fournir une garantie à l'Ukraine. En fait, les garanties, en fait, avec l'exploitation des terres rares ukrainiennes par les Américains, en fait, c'était ça la garantie. Quoi? Parce qu'il y a une différence entre exploiter des terres ukrainiennes et donner un chèque de 500 milliards de dollars aux États-Unis qui prennent leur chèque et qui ensuite font ce qu'ils veulent. Exploiter des terres rares, ça oblige le pays exploitant de ces terres s'implanter dans les territoires ukrainiens. Donc en fait, la garantie, elle est intrinsèque, elle est implicite. C'est-à-dire que tant que les Américains n'exploitent pas les terres rares ukrainiennes, ben, les Américains ne sont pas payés. Donc en fait, la garantie, elle est implicite à la signature du deal. Et en fait, la stratégie de Trump était la suivante. Donc là, je vous invite à voir hein, la vidéo de Philippe Fabry qui forcément le présente cela bien mieux que moi, puisque moi je ne fais que résumer à penser. En gros, le deal, ça consiste à faire quoi? On fait signer un deal à Zelensky qui amènerait les entreprises américaines à venir exploiter le sol ukrainien. Une fois ce deal signé, donc le deal aurait dû être signé justement le 28 février, Trump se retourne vers Poutine avec le deal pour lui indiquer que les futures frontières de l'Ukraine seraient celles de 2014, amputées des terres conquises par la Russie, ce qui en soi n'est pas dramatique, car un État-nation abouti finit toujours par perdre des morceaux de territoire. Et que, en gros, l'Ukraine, telle qu'elle est en 2014, telle qu'elle était en 2014, c'était vraiment l'Ukraine avec une extension maximale, donc incluant la Crimée et le Donbass, donc Donetsk et Louhansk, dont les populations se sentent, faut le dire, il faut être clair, se sentent davantage russes que ukrainiennes. Et que, en fait, donc là, je prends un petit peu la théorie
l'analyse de Philippe Fabry, c'est que un pays, un territoire, quand il termine, il termine sa phase finale, finit forcément par perdre quelques bouts. Et il cite en exemple la France qui a perdu la Belgique ou l'Espagne qui a perdu le Portugal. C'est qu'à la base, la France a longtemps, le pays, le territoire français a longtemps inclus la Belgique. La Belgique était incorporée, a longtemps été incorporée à la France avant d'être cédée pour devenir la France actuelle. Pareil pour l'Espagne, qui a été amputée d'un territoire, ça, qui deviendra le Portugal. Et donc, Philippe Fabry explique que l'Ukraine est en phase d'impérialisme revanchard, donc là je prends ces termes, est en train de converger, de devenir une nation, la naissance de la nation ukrainienne, mais que le prix de la naissance de cette nation ukrainienne impliquera forcément la perte de quelques petits bouts de territoire. Et cela, quand on prend de la hauteur sur l'histoire, ce n'est pas si dramatique puisque la France elle-même a perdu la Belgique. Donc toujours pour reprendre l'analyse de Philippe Fabry, euh, ensuite, donc, Trump se retourne vers Poutine et sera ferme vis-à-vis de Poutine. Donc c'est là que j'aime bien l'analyse de Philippe Fabry, c'est que clairement, Trump n'est pas un agent de Vladimir Poutine comme on peut l'entendre de ci, de là. Donc Trump sera ferme vis-à-vis de Poutine en lui indiquant qu'il n'a pas intérêt à aller plus loin, car en allant plus loin, en essayant d'envahir plus l'Ukraine, il porterait atteinte à des civils américains travaille avec les Ukrainiens dans l'exploitation des rares. Et en fait, toujours selon Philippe Fabry, cette présence de civils et d'ingénieurs sur le sol ukrainien qui servirait de gage de protection à l'Ukraine, car il y aurait un gros risque pour la Russie d'attaquer le reste de l'Ukraine où se situent les Américains qui bossent sur le sol ukrainien au nom d'intérêts stratégiques américains. Car on sait que les guerres rares, c'est l'enjeu géostratégique du 21e siècle. Et en fait, et ça c'est super intéressant. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la vidéo de Philippe Fabry. Enfin vraiment, moi je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle fait une heure et quart, et elle est vraiment très instructive. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc même Philippe Fabry a été surpris de la tenure de de la suite des événements, puisque Zelensky n'a pas voulu. Enfin, en fait, Zelensky, il est toujours dans une situation d'impérialisme revanchard. Il ne veut pas admettre la perte de territoires qui ont été conquis par la Russie, et il veut un gage militaire, en gros un peu comme le mur de Berlin, qui fait que, en gros, un écrit qui indique que si jamais les Russes continuent, enfin, reprennent leur offensive en Ukraine dans quelques mois, quelques années, l'Ukraine serait sous le parapluie américain. Et là, évidemment, Trump ne peut pas, en tant que négociateur, garantir ça comme ça devant la télé, en disant que Poutine, c'est un salaud, c'est un criminel. Comment voulez-vous ensuite négocier avec Poutine en disant devant les télés du monde entier que Poutine, c'est un criminel? C'est pas possible. Et l'analyse de Philippe Fabry, moi j'ai beaucoup apprécié cette analyse, parce qu'en plus, Philippe Fabry, on peut clairement pas dire qu'il est russophone, il est pro-russe. Enfin, si vous suivez sa chaîne, au contraire, Fabry défend au contraire une alliance transatlantique, justement pour contrer la menace que pèse le bloc russo-chinois. Alors maintenant, voilà mon analyse. Alors alors moi je suis vraiment d'accord effectivement avec l'analyse de Philippe Fabry sur beaucoup de choses. Là où j'ai plus de mal à, alors, j'ai peut-être pas le recul historionomique nécessaire. Là où j'ai plus de mal à me projeter, c'est que j'ai du mal à avoir une confrontation globale militaire, hein, que Philippe Fabry pense sincèrement qu'il y aura une confrontation militaire entre le bloc russo-chinois d'un côté et le bloc États-Unis-Europe. Alors même si, selon Philippe Fabry, une partie de l'Europe sera vassalisée, et même l'Allemagne sera vivilisée, hein. Euh, Moi, j'ai du mal à croire. Euh,
qu'on ira jusqu'à une confrontation militaire entre ces deux blocs. Euh, alors là-dessus, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Même si je pense que pour moi, les États-Unis restent du côté occidental. Alors là, je ne sais pas si vous allez sur les médias. En ce moment où moi je parle, il y a une conférence à Londres entre les pays européens, dont le président Zelensky. Donc c'est une conférence qui a été tenue en urgence ce dimanche 2 mars à Londres. Là, vous entendez les médias, ça y est, les États-Unis sont passés du côté obscur, les États-Unis ne sont plus dans le bloc occidental. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Je rejoins plutôt l'analyse de Philippe Fabry. Pour moi, les États-Unis restent dans le bloc occidental. Clairement, les Américains euh, n'ont pas du tout trahi entre guillemets les valeurs occidentales, hein. Trump reste dans le camp occidental, sauf que Donald Trump a une approche beaucoup plus transactionnelle des choses. Donald Trump est un entrepreneur, hein, contrairement à Barack Obama, à Joe Biden. Donald Trump, lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait du business. Il fait du deal. Mais ses valeurs restent occidentales. On peut pas, personne ne me fera croire que les États-Unis sont passés de l'autre côté. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire, euh, rappelons que Franklin Roosevelt, très mal mené le général de Gaulle. Pour Roosevelt, euh, de Gaulle était un apprenti dictateur. C'est-à-dire, en gros, pour Roosevelt, euh, une fois euh, l'Allemagne, euh, une fois que l'Allemagne vaincue, Roosevelt voyait le général de Gaulle devenir le futur dictateur de l'Europe et que la seule manière d'empêcher cela, c'était d'occuper militairement la France pour éviter que finalement Hitler ne soit remplacé par de Gaulle. Et ça, c'était la vraie analyse de Roosevelt, hein. C'est pas des fake news, hein. C'est vraiment l'analyse de Roosevelt. Roosevelt se méfiait beaucoup plus de Gaulle, un petit peu comme Donald Trump se méfie du caractère un petit peu sanguin de Zelensky. Roosevelt se méfiait de Gaulle, alors que les États-Unis avaient des liens diplomatiques avec le régime de Vichy, collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être défaitiste. Moi, je ne pense pas que les États-Unis ont retourné leur veste et qu'ils sont maintenant des alliés de Poutine. Euh, c'est juste que pour Donald Trump, c'est plus facile de lire dans le jeu de Poutine, parce que tout le monde connaît le jeu de Poutine, que dans le jeu de Zelensky, euh, qui est, qui a peut-être qui est moins diplomate, qui a de moins bonnes connaissances diplomatiques que des gens comme Sergei Lavrov ou Vladimir Poutine ou Medvedev ou voilà ou ces gens-là. Les Russes sont des joueurs d'échecs, faut pas l'oublier. Zelensky est beaucoup plus imprévisible et ça gêne beaucoup Trump dans dans le jeu, parce qu'il a souvent utilisé le terme de jeu, dans le deal qu'il souhaite mettre en place. Et donc, en fait, voilà, c'est pas, voilà, si on prend un exemple de l'histoire, Roosevelt, il y avait des liens diplomatiques entre Roosevelt et le régime de Vichy allié à l'Allemagne nazie, alors que Roosevelt écartait le général de Gaulle de toutes les négociations. Roosevelt ne reconnaissait pas de Gaulle et la France libre, dont le siège était basé à Londres. Ce qui n'a pas empêché les Américains d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie. Donc, il faut pas, voilà. Moi, je suis plutôt optimiste là-dessus. Euh, alors moi, je pense qu'on s'achemine clairement, alors là, pour le coup, vers une démondialisation. Euh, en fait, moi, je pense que ce qui est en train de se passer, en réalité, c'est la défaite qu'on appelle des hommes de Davos. En fait, moi, je pense qu'il va y avoir voilà, une délégitimation de tout ce qui est OMS, ONU, OTAN, enfin, de toutes ces organisations supranationales que aussi bien Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping rejettent en masse, ainsi que d'autres puissances, hein, comme les Israéliens. On sait que Netanyahou méprise
ces organisations internationales, parce que bon, il n'a pas hésité, par exemple, au Sud-Liban, quand il s'agissait de taper sur les Hezbollah, ça le gênait pas de taper sur les Onusiens, parce qu'il y a une force onusienne qui est au Sud-Liban. Netanyahou, ça lui posait pas de problème de taper dessus, il s'en fichait. Donc là, c'est sûr que pour moi, en fait, on a un vrai renversement d'alliance. Non pas que Trump bascule du côté de Poutine, mais on a l'émergence finalement de nationalistes, soit des nationalistes russes, chinois, indiens. Modi en Inde, c'est un dur, hein, c'est un nationaliste indien, israélien. Netanyahou, clairement, Netanyahou, bah voilà, il y a un côté fierté d'Israël. On a évidemment Donald Trump avec Elon Musk, qui est quand même originaire d'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Donc on a finalement une victoire des réactionnaires par rapport à cet euromondialisme avec voilà finalement les États seraient sous la coupe de l'OMS, du FMI, de la Cour pénale internationale, qui a un vrai rejet euh, de ces organismes internationaux. Ça, oui. En fait, là, ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on assiste à la défaite, mais ça, on l'a vu, hein, le Brexit, Donald Trump, Trump 1, puis maintenant Trump 2, Chine, Xi Jinping. Hein, rappelez-vous de Xi Jinping, comment il a humilié Justin Trudeau devant les caméras en disant à Monsieur Trudeau, écoutez, les conversations qu'on a eues en privé, vous n'avez pas à les divulguer aux journalistes. On voit que on a aujourd'hui un réveil réactionnaire par rapport à qu'on appelle la social-démocratie. La social-démocratie, c'est un petit peu cette gauche social démocrate, démocrate libéral, incarnée par Hollande, Valls, Macron, Trudeau au Canada. Euh, voilà un petit peu ces Mario Draghi, Monti. Là, aujourd'hui, on a un réveil réactionnaire dans le monde entier. Euh, voilà, c'est pour moi entre Trump, le point commun, même s'ils vont pas faire des alliances entre Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, le président argentin Milei, Netanyahou en Israël, le point commun de toutes ces personnes, c'est que elles ont, elles sont, elles ont un côté réactionnaire, c'est-à-dire qu'elles font passer les intérêts de leurs États respectifs en, en chiant, en pissant sur les organisations transnationales. L'OMS, l'ONU, l'OTAN, la CPI, le climat, etc., etc. Donc, on va avoir, a priori, un monde santé autour de plusieurs blocs. Alors déjà, il y a deux blocs, clairement, aujourd'hui, qui apparaissent. On a un bloc états-unien et un bloc chinois. Là, il y a deux blocs, clairement, pour moi, ne pourront pas collaborer. Hein. Clairement, on a deux blocs un peu. Avant, on avait l'Union soviétique et les États-Unis. Aujourd'hui, on a un bloc États-Unis et un bloc chinois. Et pour moi, la stratégie de Trump consiste à aller plus loin que l'Ukraine en essayant de désarrimer la Russie à la Chine. En fait, Trump veut faire l'inverse de ce qu'avait fait Kissinger avec le président Nixon, qui avait désarrimé la Chine communiste à l'Union soviétique. Et là, aujourd'hui, en fait, Trump essaye, en utilisant le prétexte ukrainien, de désarrimer la Russie de Poutine avec la Chine de Xi Jinping. Alors pour moi, ça va être compliqué de désarrimer la Russie à la Chine. Pourquoi? À cause de la géographie. La géographie, faut pas oublier, on revient toujours à la géographie. Voilà, la Terre, elle est ce qu'elle est. On peut pas changer les continents. Hein. On peut pas prendre la Russie et la mettre avec les États-Unis. Enfin voilà, la Chine partage une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec la Chine et les ressources.
euh, les ressources géologiques, euh, agriculturales, minières de la Russie, bah, la Chine ne les a pas. Donc en fait, on a d'un côté une Russie qui est vide démographiquement. Enfin, honnêtement, quand j'entends Macron dire que les chars russes vont arriver aux portes de Paris, qu'il fallait à tout prix aider l'Ukraine, sinon les chars russes seraient à Paris, moi, je n'y crois pas. C'est pas la Russie avec ses 140 millions d'habitants, euh, donc qui fait que deux fois finalement la population française, qui a le PIB de l'Espagne, qui va, alors qu'elle a des terres, enfin, c'est le plus grand pays au monde, la Russie, qui va prendre le risque de déclencher une guerre pour conquérir quelques centaines ou quelques milliers de kilomètres carrés en plus, alors que la Russie, elle fait des millions de kilomètres carrés. La Russie n'a pas besoin d'espace. Hein. C'est pas du tout comme l'Allemagne nazie, l'Allemagne, qui avait besoin d'avoir ce qu'on appelle le Liben Ruhr allemand, qui avait besoin de terre. L'Allemagne avait besoin de ressources minières. C'est pour ça que les Allemands ont envahi l'Union soviétique. C'est pour s'assurer d'un espace vital pour l'Allemagne. La Russie, c'est pour ça que j'ai du mal à croire. Là où je n'arrive pas à partager le point de vue de Philippe Fabry, je vois pas trop l'intérêt de la Russie, qui est en croissance démographique. Hein. La Russie est en perte totale démographique, qui a une population qui est très faible au regard du territoire qu'elle a. Donc on voit mal la Russie essayer d'envahir d'autres pays, d'essayer de débouler sur la Pologne, les Baltes, la Pologne, l'Allemagne. Ça, j'ai du mal à croire en cela. Que la Russie, en fait, elle n'a pas besoin de terrain, de territoire. C'est pas comme l'Allemagne hitlérienne ou la France napoléonienne. La Russie, elle, ce qu'elle veut, c'est plutôt, euh, elle a besoin au contraire d'exporter ses ressources naturelles vers un pays pour absorber ses ressources naturelles. Et cette économie qui pourra absorber les ressources naturelles, c'est la Chine. La Chine, c'est l'inverse. La Chine a besoin de développer son industrie. Les Chinois, c'est quand même 1 milliard et quelques d'êtres humains. C'est quasiment 10 fois la population russe, la Chine. Et la Chine manque de matières premières. Donc la Chine a besoin des matières premières russes. Et donc c'est pour ça que je vois mal Donald Trump désarrimer, pouvoir désarrimer la Russie à la Chine. Je vois mal les Russes vendre leurs matières premières aux Américains. Que les Américains n'ont pas besoin des matières premières russes. Donc pour moi, la stratégie de Trump, pour moi, elle est vouée à l'échec, parce que de par la géographie et la complémentarité économique, la Chine et la Russie sont interdépendants. Voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à la Chine, à l'économie chinoise, aux besoins des matières premières russes par la Chine, que la Russie ne s'est pas effondrée suite aux sanctions occidentales. Alors, quid de l'Europe? Quid de l'Europe? Pour moi, on va avoir trois blocs. On va avoir une zone d'influence américaine, les États-Unis élargis, donc qui comprennent le Canada. Alors, est-ce que le Canada deviendra le 51e État américain? Donc, je vous laisse le discours de Trump qui peut paraître un peu impérialiste, mais on s'achemine vers une Amérique impériale. Les États-Unis d'Amérique avec le Canada, le Mexique, l'Amérique latine, peut-être le Groenland, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Moyen-Orient. Et là, l'objectif des Américains, en fait, et ça ne date pas d'hier. Pourquoi Trump a mis en place les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite, destinés à pacifier cette région et de mettre en place des partenariats géostratégiques, mais économiques aussi, entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'idée, en fait, c'est de permettre un désengagement américain du Moyen-Orient et faire en sorte, en fait, que ce soit Israël qui assure la protection militaire du Moyen-Orient contre l'Iran.
En fait, c'était ça, c'est ça en fait l'idée de Trump, l'idée de Donald Trump consiste en fait à créer un grand Moyen-Orient dans lequel Israël finalement ferait un peu le boulot des Américains, permettre un désengagement de l'armée américaine du Moyen-Orient pour mobiliser ses ressources dans le Pacifique. En fait, c'est ça un petit peu hein, l'idée de Donald Trump. En fait, c'est ça. Il a une idée un peu plus, voilà, un peu plus grande que ça, d'où la stratégie de Trump d'opérer un rapprochement. Donald Trump veut un rapprochement entre les Israéliens et les musulmans, les Arabes, les pays arabes. Voilà. Ça, c'est la zone d'influence américaine. Ensuite, on aurait une zone d'influence de la Russie, donc qui serait une partie de l'Europe de l'Est, en particulier une bonne partie de l'Ukraine, l'Iran, l'Iran qui reste un petit peu sous influence russe, et l'Afrique, puisque une partie de l'Afrique, on le sait maintenant, elle est sous influence russe. On voit que les Français se font chasser de l'Afrique et effectivement, ils sont remplacés par les Russes. Et on aurait une zone d'influence chinoise qui comprendrait la Corée du Nord, mais aussi une partie de l'Afrique. Alors justement, l'Afrique, pour moi, en attendant son heure, c'est un peu, elle est condamnée à servir de théâtre de partage de superpuissance. Pour le moment, c'est très difficile de parler de l'Afrique comme un État-nation, hein, entre l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Congo, la République démocratique du Congo, la Tanzanie. L'Afrique, elle est pour l'heure, j'en suis désolé hein, pour mes amis africains, est condamnée à être un petit peu un théâtre militaire, un peu comme le Liban, entre les superpuissances. Alors il y a le cas de l'Inde qui est un peu complexe, car l'Inde, alors déjà il y a plus d'1 milliard de personnes en Inde, et l'Inde a des intérêts multiples. Parce que l'Inde a des intérêts avec la Chine, elle a des intérêts avec la Russie, notamment les Russes fournissent du matériel aux Chinois, aux Indiens, et évidemment l'Inde est très proche des États-Unis et proche aussi d'Israël. On sait que Modi est proche de Netanyahou. Et donc, du coup, l'Inde pourrait rester neutre. Alors, reste le cas de l'Europe. Pour moi, je vois trois cas pour l'Europe, clairement. Soit on a une constitution d'une Europe fédérale qui est gérée un petit peu comme un seul bloc, un peu comme un super État-nation. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que il y a beaucoup d'États européens qui sont traversés par des nationalistes qui ne veulent surtout pas d'une Europe fédérale. Et à cela s'ajoutent les États-Unis et la Russie qui n'ont pas intérêt à avoir une Europe unie. Alors ça, c'est peut-être le point de convergence entre la Russie poutinienne et les États-Unis d'Amérique trumpienne. Ils n'ont pas intérêt à avoir l'émergence d'une Europe fédérale, clairement. Ça, c'est peut-être le seul intérêt commun de ces deux-là, c'est qu'ils ne veulent pas d'une Europe fédérale. D'ailleurs, comme l'a dit Donald Trump, l'Union européenne a été créée pour nous entuber. Si on traduit le terme anglais qui est utilisé, ce serait pour nous en trois petits points. Deuxième cas, l'Europe se divise en deux blocs, avec un bloc pro-américain et un bloc pro-russe, comme au temps de la guerre froide. Ça, c'est le deuxième cas. Et enfin, le troisième cas, c'est l'Union européenne explose et chaque État reprend pleinement sa souveraineté militaire et économique de manière temporaire, car les États européens auront bien du mal à se faire entendre face aux grands, c'est les États-continents, aux États-continents que sont la Russie, l'Inde, la Chine ou les États-Unis. Donc pour moi, le seul cas, le seul cas où l'Union européenne explose et que les États, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-Uni restent des États pleinement souverains. Le seul cas, c'est si on a une explosion de la Russie et de la Chine en État-nation. Il n'y a plus
la Russie, mais que la Russie devienne la Sibérie orientale, la Sibérie occidentale, euh, la Moscovie, etc., l'Oural, etc., etc. Donc là, effectivement, si on a une explosion de la Russie et de la Chine en plein de provinces, parce qu'on sait que la Chine, c'est pas non plus un État homogène, hein, les Ouïghours, le Tibet, etc. Donc si on a une explosion de ces deux superpuissances en États indépendants, effectivement, on peut, enfin, l'Union européenne n'a plus de raison de vivre. Donc on peut effectivement envisager une Europe fragmentée en États souverains, aussi bien sur le plan militaire, diplomatique, politique et économique. Mais sinon, je vois mal en fait comment les États, et là, n'en déplaise aux souverainistes, je vois mal comment les États, pris un par un, puissent survivre, rester indépendants dans ce monde avec des puissances continentales. Et enfin, quelles opportunités en matière d'investissement? Parce que, évidemment, c'est quand même une chaîne qui parle d'investissement. Alors pour moi, la diversification va devenir très importante. Parce que dans un monde globalisé, en fait, vous achetez deux, trois grandes actions, en fait, vous étiez exposé à l'économie mondiale. Vous achetez LVMH, vous êtes tranquille. Hein, vous achetez LVMH, vous êtes exposé euh, à l'économie française, à l'économie chinoise, à l'économie américaine. Donc en fait, vous achetiez deux, trois grosses valeurs. Hein, vous achetiez Microsoft, vous achetiez LVMH, vous achetiez Google. En fait, trois valeurs et vous êtes quasiment diversifié. Parce qu'on est dans un monde, un univers mondialisé, hein, un univers dominé par le forum de Davos. Effectivement, si on suit le forum de Davos, le fait d'acheter trois, quatre valeurs et vous êtes tranquille. Néanmoins, comme on a pu le voir déjà depuis 2024, les marchés actions commencent sérieusement à diverger suivant la zone géographique. Donc, parier sur les LVMH pour jouer la croissance mondiale, ben, ça ne sera pas suffisant. Parce que si Trump met des droits de douane sur les spiritueux aux États-Unis et que Xi Jinping impose des rétorsions sur les industries françaises et européennes, peuvent tourner les consommateurs chinois du luxe français, bah, LVMH, bah, la zone de chalandise de LVMH, ça sera la France et l'Europe. Donc, vouloir jouer la croissance chinoise et américaine en achetant du LVMH, ça sera un pari très risqué. Parce que ce à quoi on assiste à une fragmentation du monde avec les droits de douane, les mesures de rétorsion. Et donc, ça peut devenir très dangereux de parier, de jouer son patrimoine sur deux, trois valeurs en se disant, en achetant deux, trois valeurs, je suis diversifié sur l'économie mondiale. Ça va être très, très dangereux à faire. Parce qu'on peut très, très bien avoir une économie américaine qui repart dardard ou une économie chinoise qui repart dardard avec une action LVMH qui s'effondre totalement, qu'il y aura eu des droits de douane imposés par les États-Unis sur les spiritueux français et qu'au même moment, on assiste à une crise politique d'anthologie en France. Et là, le LVMH ne pourra pas surfer sur la croissance américaine ou chinoise. Donc, à mon sens, la diversification devra se faire sur plusieurs facteurs, plusieurs axes. D'abord, la diversification en matière de classe d'actifs. Hein, pour moi, ce sera très dangereux d'avoir un patrimoine qui est uniquement orienté sur une classe d'actifs, quelle qu'elle soit. Ensuite, il faudra réellement se désensibiliser à l'exposition de l'euro avec l'intégration dans son portefeuille d'autres devises. Ça peut être le dollar, la livre sterling, le yuan, le franc suisse, le dollar australien, le dollar néo-zélandais, pourquoi pas le rand sud-africain, diversifier son exposition aux devises. Ensuite, la diversification géographique.
c'est au-dessus. C'est-à-dire croire que en achetant deux, trois valeurs françaises, on va se désensibiliser totalement au risque français. C'est dangereux. C'est dangereux, cause justement que dirigeants comme Donald Trump ou Xi Jinping, d'abord et avant tout, vont défendre d'abord les intérêts de leur nation avant de défendre le multilatéralisme. Avec Donald Trump comme avec Xi Jinping, on va avoir une approche transactionnelle. On va avoir des deals. Si demain, Donald Trump passe un deal avec les Allemands, un deal avec les Australiens, un deal avec les Chinois et exclut la France d'un deal France-États-Unis, bah, LVMH s'effondrera. Parce que LVMH sera remplacé sur le marché américain par un autre acteur mondial. Donc c'est pour cela. Alors, je ne fais pas un pari hein, que LVMH va cartonner, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que il faudra réellement investir dans d'autres zones géographiques que l'Europe et pas seulement au travers d'entreprises multinationales européennes ou françaises. Ensuite, il y a la diversification sectorielle. Vous avez remarqué l'intelligence artificielle, la santé, la défense. Moi, j'entends parler là de nos dirigeants européens, français, qui veulent mettre en place un fonds, enfin, un grand emprunt, un fonds sur la défense. Donc ça c'est important. Alors peut-être que la meilleure approche ne sera pas forcément d'investir ses sous dans un grand emprunt national pour la défense. Parce que voilà, est-ce que voilà, on sait que quand il y a eu un grand plan européen d'investissement pour rattacher le Royaume-Uni au continent via le tunnel sous la Manche, Eurotunnel, bah, beaucoup d'investisseurs ont mis toute leur vie dans Eurotunnel en disant c'est un projet européen, c'est l'Europe, c'est etc. Très beau projet, sans doute un des meilleurs projets de l'histoire. Mais enfin, ceux qui ont investi dans Eurotunnel, ceux qui ont mis leur retraite dans Eurotunnel, bah, ils ont plus de retraite aujourd'hui. Hein. Donc, pour moi, c'est important aussi de se constituer un portefeuille avec une diversification sectorielle. Donc, ça peut être l'intelligence artificielle, la santé, la défense. Ensuite, introduire, introduire des classes d'actifs exotiques, comme les produits structurés, les obligations indexées inflation, les obligations datées. Ça peut être aussi très intéressant, justement, pour jouer sur le risque d'augmentation du risque géopolitique, du risque économique, du risque militaire. Ben, certaines stratégies, comme les produits structurés ou les obligations datées, peuvent être très intéressantes à jouer. Et enfin, pour les plus téméraires, pourquoi ne pas s'exposer, avec Simoni bien sûr, à des actifs un petit peu originaux, comme les cryptos, le marché de l'art, les terres agricoles, les vins, donc acheter investir dans des caves à vin. Voilà. Donc ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui ont quand même une grosse surface patrimoniale. Si vous avez 50 000 € de patrimoine et que vous mettez 50 000 € dans les cryptos, vous voyez, ça me fait tousser. Ça, voilà, vous voyez, quelques quintes de tout valent mieux qu'un long discours. Donc voilà un petit peu, moi, ce que je conseille. Voilà, en matière, alors là, évidemment, après, il faut adapter ça à votre situation patrimoniale. Bien évidemment, euh, votre allocation d'actifs, elle va dépendre de votre âge, de vos objectifs, de votre diversification patrimoniale. Et là, bah, le mieux, ça serait de vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine. C'est un peu comme quelqu'un qui a besoin d'un conseil sur le plan médical, bah, il faut qu'il aille voir un médecin ou un gastro-entérologue, ou un pneumologue, un dentiste. Enfin, ça dépend de l'organe en question. Ah, là, c'est pareil. En fonction de votre situation patrimoniale, bah, moi, je vous conseille deux choses. Soit vous gagez, vous passez des semaines, des mois, des années à vous former,
à lire des livres, à suivre des vidéos, mais des semaines. Hein. Je parle pas de 3 heures à lire, à regarder des vidéos. Non, non. Vous passiez des semaines, des mois, des années à vous cultiver, à vous former. Et donc là, vous investissez par vous-même de manière consciente, soit vous faites appel à un conseiller en investissement et en gestion de patrimoine qui pourra, effectivement, à la lumière de cette vidéo, à la lumière de mes conseils, mais c'est des conseils globaux que vous voyez là, pourra vraiment vous orienter votre allocation d'actifs, soit vers les œuvres d'art, soit vers de l'immobilier type Malraux, soit du LMNP, soit de la SCPI, soit de la culture ouverte, de l'assurance vie, des contrats de captif, du PER, du jardin, enfin, etc., etc. Voilà. Mais ça, c'est pas en suivant ma vidéo que vous allez dire, Eureka, voilà mon allocation d'actifs. Pour ça, il faut que vous posez, soit vous-même, hein, vous vous formez, vous lisez des livres, soit en vous rapprochant d'un conseiller avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez à l'aise, en qui vous avez confiance, qui va pouvoir vous faire un bilan patrimonial et vous, vous orienter dans votre stratégie d'investissement qui dépend aussi de vos objectifs. Voilà. Donc voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je pense qu'on va vivre des événements intéressants. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Hein, si je le savais, voilà. Moi, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant entre l'Europe, la Russie, la Chine, les États-Unis. Ça va être vraiment intéressant. Il faut pas enterrer l'alliance avec les États-Unis. Hein. Les États-Unis n'ont pas lâché l'Europe. Moi, je pense que les Américains ont passé leurs intérêts avant tout. C'est normal. C'est c'est- 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 c'est tout à fait normal. Chacun combat tous ses intérêts. Moi, par exemple, voilà, ben, je défends mes intérêts. Moi, je pense que soit les Américains, les Français, les Allemands ont, pour moi, mis trop d'eau dans leur vin en sacrifiant leurs intérêts nationaux au profit de d'idéologie, hein, d'idéologie mondialiste. Je pense qu'on va revenir vers des intérêts étatiques. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est normal, c'est humain. Hein. Chaque humain, à son niveau, défend ses intérêts. Chaque village défend ses intérêts. Un village va défendre les intérêts de son village. Il ne va pas défendre les intérêts du village voisin. Chaque pays va défendre aussi ses intérêts. Donald Trump, en fait, ne fait que dire tout haut ce que déjà Joe Biden faisait de manière, on va dire, plus diplomatique. On va dire Donald Trump, lui, il parle un peu comme un cow-boy. Mais on va revenir. Pour moi, le premier perdant, au moment où je vous parle, c'est pas nécessairement l'Ukraine. Pour moi, le premier perdant, ce sont les organisations un peu mondialistes qui, pour le moment, seront, sont les plus grands perdants. Hein, parce que Xi Jinping, Donald Trump, Poutine, ils ne veulent pas de ce monde-là. Voilà. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à suivre l'actualité de près. On va sans doute assister à des moments très intéressants. On va avoir de très fortes tensions, des tensions économiques, géopolitiques, sociales, sociétales. On va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être très intéressant. Alors, est-ce que ça va évoluer comme Fabry? Ça, j'en sais rien. Et voilà, ça, j'en sais rien. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que je pense que si on s'endort aujourd'hui et qu'on se réveille en 2030, je pense que dans les 5 prochaines années, on va assister, il va y avoir plus de choses qui vont se passer dans les 5 prochaines années que qui a pu se passer durant les 30 dernières années, hein, depuis la chute du mur de Berlin jusqu'à l'élection de Donald Trump. Je pense que les prochaines années vont être vraiment des années, des années charnières. On va avoir un bouleversement de l'ordre économique, géopolitique, mondial, et pas forcément
dans le sens où on s'y attend. Voilà un petit peu sur ce que j'avais à vous dire. Voilà, en tout cas, voilà. Et le dernier conseil, pardon, avant de se quitter, euh, ça va être vraiment important de protéger ses arrières. Je pense que c'est pas le moment aujourd'hui de prendre des risques inconsidérés. C'est-à-dire que, par exemple, si vous n'avez pas une âme d'entrepreneur, si vous n'avez pas des, ça, je vous renvoie à mes dernières vidéos. Si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas de compétences commerciales, relationnelles, de leadership exceptionnel, ne prenez pas des risques inconsidérés à créer votre boîte, à démissionner pour créer votre boîte, à, euh, j'en sais rien, créer une grosse structure solide pour rejoindre une structure entrepreneuriale. Alors, j'ai rien contre les entrepreneurs, attention, je les respecte, je les admire, mais aujourd'hui, ça va secouer, ça va tanguer. On va, on, on va avoir des choses, on va assister à des événements chocs. Je ne parle pas de guerre nucléaire, mais on va avoir des événements chocs. Peut-être que dans quelques mois, on verra peut-être le FMI mettre la France sous tutelle. Hein. Standard Poor's a mis la France sous perspective négative. C'est qu'il est possible qu'à la prochaine réunion de S&P, la France soit dégradée. On va peut-être assister à des événements extrêmes. Et donc, si, alors à moins, voilà, vous êtes célibataire, sans enfant, avec commercial, oui, vous avez envie de créer votre société, allez-y. Il faut des entrepreneurs, allez-y. Voilà, peut-être, faut y aller. Maintenant, vous êtes classe moyenne, avec une famille, des enfants, vous êtes dans une grosse société, une structure, dans un organisme parapublic, bah, vous vous amusez pas à tout lâcher pour monter votre boîte. Ça va être compliqué. Ou alors faites un vrai bilan de compétences. Vraiment, faites un vrai bilan de compétences. C'est-à-dire, analysez, enfin voilà, faites un test. Est-ce que vous êtes commercial? Est-ce que vous aimez la paperasse administrative? Que quand vous êtes entrepreneur, la paperasse administrative, vous allez en avoir. Est-ce que vous avez l'âme d'un leader? Est-ce que vous êtes un meneur d'hommes, un meneur de femmes, une meneuse? Est-ce que vous avez ces qualités? Donc voilà. Donc ça, faites attention, surtout quand vous avancez en âge. Vous êtes jeune, vous avez 25 ans, au pire, vous pourrez rebondir. Mais quand vous avez, voilà, vous avez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, faites attention. Ça, c'est vraiment des choses, voilà, parce que on va assister à de grands bouleversements géopolitiques, économiques et sociétaux. Si par exemple, voilà, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez 40 ans et que vous prenez le risque de monter une société et vous démissionnez pour créer votre société et que ça ne marche pas, dans un contexte de montée du chômage, le chômage est en train de monter, ça va être très difficile pour vous de retrouver du travail. Et là, c'est le RSA. Donc voilà, donc vraiment, voilà, voilà, c'est un conseil à donner. Faites attention. On va rentrer dans une période de forte turbulence et il faut bien se connaître. Il faut très très bien se connaître. Moi j'ai passé plusieurs mois à faire un bilan de compétences, à m'auto-critiquer, à m'auto-analyser. Voilà, vraiment, et à le faire de manière honnête, à ne pas s'inventer des qualités qu'on a et à bien regarder ses défauts. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de passer du temps à faire votre autocritique pour ne pas faire de mauvais choix et des choix qui peuvent vous embarquer sur une voie sans retour. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de week-end, un très bon début de semaine, une très bonne reprise du travail, hein, puisqu'il y a eu les vacances scolaires. Voilà, en tout cas, demain, si vous avez été en vacances, demain, si vous aimez regarder l'actualité, bah, vous allez découvrir qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces 5 derniers jours. Voilà, donc n'hésitez pas à vous tenir informé. Moi, je continuerai à vous faire des vidéos
à vous tenir informé aussi de ce qui se passe. Et voilà. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.